Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue pour ce nouveau numéro des experts au féminin. Comme d'habitude, vous avez rendez-vous avec un panel d'expertes, chacune dans leur domaine, qui vont interviewer des invités afin d'analyser l'actualité socio-économique de la Guadeloupe et de la Grande Caraïbe. Ce soir, nous allons discuter en première partie de la favorisation de l'économie du développement. Et comme je vous l'avais annoncé lors des précédents numéros, nous avons une nouvelle chroniqueuse, Christina Filitas, qui est infirmière, fondatrice de Happy Mummies et qui va justement nous parler de famille et de parentalité. Et nous vous rappelons aussi que les experts au féminin saison 2, c'est une autre nouveauté avec une belle transition IRL, les afterwork, les experts au féminin. Et pour la première édition, nous vous donnons rendez-vous le 10 novembre au Hub Innovation de Guadeloupe Tech avec nos partenaires. Les experts au féminin saison 2, numéro 3, c'est parti. Bonsoir et bienvenue dans ce numéro, les experts au féminin. Ce soir, je vous l'ai dit en introduction, nous allons parler économie du développement et je reçois Marie-Luce Panchard, vice-présidente de la région Guadeloupe, en charge de la commission économie, recherche et développement social et solidaire, mais aussi de l'innovation. Vous êtes également Marie-Luce Panchard, présidente du conseil de surveillance du Grand Port Maritime de Guadeloupe. Merci d'être notre invitée. Merci à vous. Je reçois également Philippe Proclor, délégué régional Orange Antilles-Guyane. Bonsoir Philippe Proclor. Bonsoir à tous et toutes. Avec vous deux, nous allons donc parler économie du développement. Et avant tout, je salue également les expertes autour de cette table. Alors, avant de commencer, Marie-Luce Panchard, comment définiriez-vous l'innovation? Puisqu'on entend beaucoup parler de ce concept aujourd'hui, on a l'impression qu'il est galvaudé. Quelle serait votre définition de l'innovation? Moi, j'ai une conception de l'innovation qui consiste à dire que nous sommes dans une économie de marché. C'est ce modèle qui existe au plan mondial. Et que l'économie, c'est quelque chose de vivant. Et que l'économie doit suivre effectivement les évolutions technologiques. Parce que, effectivement, à un moment donné, on a un certain nombre de données qui nous permettent d'être beaucoup plus performants. Or, une économie de marché, c'est quand même rechercher la performance, la rentabilité, même si je sais que ce sont des mots qui peuvent choquer, mais c'est une réalité. Donc pour moi, l'innovation, c'est offrir et donner la capacité aux uns et aux autres de d'abord se remettre en cause et de voir comment on peut modifier à la fois pour améliorer le fonctionnement de notre économie, mais surtout le quotidien du citoyen que nous sommes, chacun d'entre nous. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'il faut pouvoir comprendre la démarche des uns et des autres, pas rester enfermé dans des, je dirais, schémas classiques, et tout ce qui peut contribuer à partir d'une idée de permettre effectivement cette amélioration, il faut avoir cette écoute. Donc pour moi c'est ça l'innovation. Alors je sais qu'il y a des définitions beaucoup plus strictes parce qu'elles sont cadrées par la loi pour permettre que la puissance publique puisse intervenir, mais je crois qu'à chaque idée on peut avoir un projet et on peut avoir une réussite. Philippe Proclor, pour vous, quelle est la conception de l'innovation? Écoutez, j'aurais une conception de l'innovation assez large. Pendant que j'écoutais Madame Panchard, je me faisais la réflexion que l'innovation, en fait, elle est liée à l'évolution de l'humanité. Et si on regarde ce qui s'est passé depuis le début de l'humanité, on a eu principalement entre 3 et 4 grosses innovations et révolutions. Il y a eu le feu, oui, l'invention du feu, la roue, l'imprimerie, et puis plus proche de nous, l'Internet. Et tout cela me fait penser que, moi je dirais que l'innovation, c'est tout ce qui peut nous amener, comme le dit très bien Madame Panchard,
la capacité à nous améliorer, à aller plus vite et surtout à nous alléger de tout ce qui pourrait être pénible et répétitif. Pas plus tard que ce matin, j'étais en face d'étudiants à l'université de Saint-Claude et on me demandait quel était l'avenir des métiers de demain. Métiers de demain, aujourd'hui, on sait qu'il y a 80% des métiers d'ici 2030 n'existent pas encore aujourd'hui. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir que nous soyons résilients, que nous soyons dynamiques, en capacité de nous rénover, de nous améliorer, de manière à ce que on puisse être innovant et qu'on puisse continuer à avancer. Alors, petite question un peu pic-pic pour vous qui êtes dans le numérique, justement. Est-ce que l'innovation, c'est forcément lié au numérique ? Aujourd'hui, en tout cas. Non, pas spécifiquement. Par contre, le numérique va intervenir très souvent. Mais on peut très bien être innovant. Encore une fois, je reviens sur une jeune femme que j'ai rencontrée ce matin, que peut-être vous connaissez, qui a aujourd'hui une entreprise de soins sportifs de haut niveau, enfin pour les sportifs de haut niveau, à base de produits locaux. Tout à fait. Guadeloupéens et antillais. Et en fait, ce qu'elle nous disait, c'est qu'elle a commencé, et elle a beaucoup innové, puisqu'elle a innové en termes de biologie, en termes de formules pharmaceutiques, mais le numérique est venu l'aider à avoir une autre démarche et surtout à augmenter sa capacité de production et sa capacité de communication et de vente. Il y a un secteur qui montre bien que l'innovation n'est pas simplement liée au numérique, même si on doit utiliser le numérique parce que c'est un moyen de communication, c'est bien le concept de l'économie sociale et solidaire. Exactement. C'est une autre façon de Absolument. concevoir l'économie. Et je dis très clairement, c'est pas l'économie des pauvres. C'est parce qu'effectivement, dans cette volonté que nous avons à préserver notre planète, parce qu'il faut quand même se dire que c'est notre bien commun, on doit penser à réutiliser, on ne peut pas gaspiller comme on le fait, et toute la question effectivement de la transformation de certains produits, c'est ça l'économie sociale et solidaire, et donc c'est de l'innovation aussi. Tout à fait. Marius Panchard, la région Guadeloupe a lancé le 5 octobre dernier l'association Innova qui, je cite, a pour vocation de faire émerger les entrepreneurs de demain. Qu'est-ce qu'exactement Innova et quelles sont ses missions ? Innova, c'est une association qui va demain gérer la technopole Audacia. Vous savez que dès le départ, lorsque nous sommes arrivés en responsabilité, nous avons parlé de ce nouveau modèle économique. On ne comprenait pas bien quelle était cette politique que nous souhaitions pour la Guadeloupe, parce qu'on ne peut plus être sur une économie classique. On voit bien que le potentiel de la Guadeloupe, il est sur effectivement ce qu'on a parlé de l'économie bleue, l'économie verte, mais c'est surtout sur notre capacité à se saisir de cette transition numérique qui s'impose à nous, à cette transition énergétique, cette transition aussi au niveau même de l'économie avec l'économie sociale et solidaire, et de se dire qu'il faut pouvoir, puisqu'on a vu des initiatives, notamment dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine, je dirais, des services, dans le domaine de la santé, et qu'on voit toute cette émulation, et il fallait, dans le rôle qui est le nôtre, puisque nous avons en charge le développement économique, que nous puissions accompagner ces porteurs. Donc, c'est le rôle de la Technopole, c'est d'aller offrir tous les moyens qui existent aujourd'hui pour qu'ils puissent concrétiser leurs projets, les accompagner pour qu'ils aient les moyens d'avoir effectivement cette structuration qui vont passer de l'idée au projet, et après de leur permettre de passer du projet à la concrétisation par la création de leur entreprise. Et donc dans ces différentes phases, la région se devait d'être très présente, et puis surtout après vous avez la nécessité de valoriser à l'extérieur ces porteurs de projets. Donc il ne s'agit pas de faire à la place d'eux, il s'agit d'avoir cette mission de fédérer l'ensemble pour de dire voilà un secteur sur lequel nous pouvons nous appuyer, et puis il est porteur, je dirais, d'espoir, parce que la Guadeloupe est un territoire extrêmement fragile. La Guadeloupe se cherche, la Guadeloupe doute, parce que il faut avoir le courage de dire, dans certains domaines, nous n'avons pas forcément réussi dans la mise en place de nos politiques publiques. Je pense, vous voyez le dossier de l'eau, vous voyez le dossier des transports, beaucoup se doutent de notre capacité. Maintenant, si nous investissons dans un domaine où on voit que là, nous pouvons créer de la richesse, créer des emplois, nous pouvons offrir à notre jeunesse
des perspectives plus florissantes, je pense qu'à ce moment-là, effectivement, ça nous permettra de bien montrer que nous sommes là où nous devons être. Donc c'est pour cela que nous avons pris très vite le parti, qui d'ailleurs est très fortement inscrit dans nos différents schémas, parce que la région fonctionne avec une obligation réglementaire qui consiste à faire adopter son schéma d'aménagement régional, mais son schéma de développement économique et d'innovation. Et donc ces grands axes que je suis en train de définir ont été approuvés dès le départ. Alors on n'a pas bien compris, on s'est dit une mandature, mais ils font quoi? Il a fallu ce temps, cette temporalité, pour que tous nos documents, je dirais stratégiques, regardez avec l'Europe, puisqu'il faut aller chercher les financements, parce qu'on a mis en place un certain nombre d'aides pour soutenir l'innovation, mais il fallait qu'en amont, nous puissions faire rentrer dans notre programme opérationnel cet axe stratégique qui est très important au niveau, effectivement, de cette nouvelle économie. Donc ça aussi, il a fallu le travailler avec les acteurs économiques. Donc tout ce travail a été fait en amont. Nous rentrons dans une phase beaucoup plus opérationnelle et donc nous avons installé très officiellement cette association qui d'ailleurs a reçu le label RETIS, qui est le réseau au niveau national qui reconnaît effectivement cette capacité pour nous de porter l'innovation, et j'espère bien que ce sera concluant, parce que dans toute opération de ce type, il y aura un moment de l'évaluation. Mais moi je suis très confiante, parce qu'on voit bien que dans tous nos actes aujourd'hui, c'est au cœur de nos préoccupations. Moi, en tant que présidente du Grand Port Maritime, vous avez vu ce que nous avons fait comme partenariat avec la région Guadeloupe pour implanter The Box. Donc, c'est toute une philosophie. Ce n'est pas pour rien que nous avons choisi le président de Meditech pour être à la tête de cette association, parce que aussi, il est un modèle de réussite dans ce qu'il porte au niveau de l'agriculture. Voilà, il faut donner envie aussi. Et puis, ça fait du sens. On parle de l'agriculture différemment. C'est pas l'agriculture comme par le passé. Il y a toutes ces nouvelles technologies qui font qu'un jeune, c'est une entreprise aujourd'hui. Être agriculteur, c'est quelque chose qui doit être valorisant et pas voir l'agriculture comme à l'époque de l'économie de comptoir. On a tourné cette page et on veut la tourner. Il y a de vraies passerelles aujourd'hui, et c'est ce que vous voulez au niveau de la région Guadeloupe, fédérer, encourager l'émergence de cet écosystème innovant. Parce qu'on nous dit toujours, nous avons une économie où, au niveau de la taille de notre territoire, nous ne pourrons jamais être compétitifs. Non, le numérique a mis en évidence qu'il n'y a plus de frontières. Exactement. Donc nous pouvons vouloir, je dirais, être performants dans le monde. Demain, on peut avoir une très grande multinationale qui partirait de la Guadeloupe. Pourquoi ce ne serait pas possible? Ça a été possible dans d'autres régions. Et moi, j'y crois fortement. Je ne serais peut-être pas dans ce monde, je le dis, parce que bon, l'âge commence à s'installer, mais je dis, on ne doit pas s'auto-flageoler en disant c'est pas pour nous. Oui, les Guadeloupéens peuvent et ils doivent y aller. D'ailleurs, Marie-Luce Panchard, quand on vous entend parler, vous nous parlez de Technopole. Donc Innova a pour vocation à gérer la Technopole d'Audacia. Quand on entend parler de Technopole, tout de suite on s'imagine à San Francisco, Silicon Valley. Il y a un début à tout. Voilà, c'est possible ici en Guadeloupe pour vous, Philippe Absolument. C'est une question, c'est par rapport à des talents qui existent en Guadeloupe. Et Dieu sait si nous en avons. Nous en avons beaucoup. On en a beaucoup, il faut qu'on les mette en avant. Non, moi, la remarque que je ferais par rapport à Innova, et c'est une très bonne initiative, parce qu'en fait, ça va nous permettre en Guadeloupe de vraiment constituer cette filière du numérique qui est encore naissante. On a aujourd'hui des associations qui ont fait leur chemin. Je parle de Guadeloupe Tech, par exemple, qu'on connaît bien. Également la French Tech, qui est arrivée il y a peu de temps, mais tout ceci a besoin, tout cet écosystème, c'est comme ça qu'on appelle ça, a besoin d'un cadre et a besoin d'une colonne vertébrale. Et en fait, Innova est là pour ça. Je ferai juste un parallèle avec ce qui existe également à La Réunion. Innova y est déjà depuis quelques années. D'ailleurs, c'est mon homologue qui en est le président depuis quelques temps, Daniel Ramsamy. Et donc l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est qu'il y a vraiment cet accompagnement des porteurs de projets qui va permettre effectivement à ce qu'ils puissent avancer et avoir plus confiance en eux. Donc je pense que c'est vraiment une bonne chose, et ça augure de belles années devant nous en ce qui concerne le déploiement et le développement de la filière du numérique ici. Et ça permet aussi de se mettre en réseau, parce qu'on voit que les technopoles, elles travaillent en réseau. Donc
à partir d'une expérience d'une start-up ou d'une entreprise qui a fonctionné, ça peut permettre à un autre de prendre une partie de l'idée, de la développer différemment et quelque part de se déployer dans un secteur qui n'est peut-être pas encore connu. Si aujourd'hui la CMA, CGM a, comment dirais-je, souhaité avoir un partenariat avec nous, c'est qu'elle a bien repéré qu'aujourd'hui, ici, en Outre-mer, il y a des talents et qu'en plus, elle a envie, dans le déploiement de son activité, pouvoir maîtriser, je dirais, l'ensemble des secteurs qui interviennent dans le transport maritime, parce qu'elle fait très attention pour ne pas perdre la main par rapport à ses concurrents. Donc, elle a envie d'avoir effectivement tous ceux qui vont offrir un service et demain, c'est son intérêt de pouvoir maîtriser cela. Exactement. Alors, du côté région Guadeloupe, Innova qui est lancé. Une semaine après, vous, au niveau d'Orange Caraïbes, vous présentez justement à Guadeloupe Tech, au Hub Innovation, ce concept Orange Digital Center, toujours pour accompagner l'innovation et le numérique. De quoi s'agit-il exactement, Philippe Roclore? Alors, dans les grandes lignes, l'Orange Digital Center, c'est un dispositif qui existe maintenant depuis une dizaine d'années dans le groupe Orange. Pour reprendre la genèse, c'est que Orange s'est engagé à respecter les lignes forces au niveau de l'ONU en faveur de tout ce qui va concerner la protection de l'environnement, tout ce qui concerne l'insertion sociale, la responsabilité sociétale et autres. Et donc, dans cet engagement, Orange s'était dit qu'ils allaient ouvrir un Orange Digital Center dans l'ensemble des pays du groupe. Vous savez que nous sommes implantés également sur le continent africain, donc on a commencé par ces pays, que ce soit au niveau du Moyen-Orient que des pays d'Afrique de l'Ouest, et ce sont des dispositifs qui permettent vraiment l'insertion des porteurs de projets ou des personnes en situation compliquée. Donc sur les Antilles-Guyane, nous avons déjà un premier, on va dire la tête de pont de l'Orange Digital Center qui se trouve à la Martinique, mais il était hors de question que nous restions en Guadeloupe sans. Pardon, excusez-moi. Et donc nous avons monté ici le même dispositif. L'idée c'est quoi? L'idée c'est que nous voulons accompagner 3 types de publics dans un premier temps. Les femmes isolées et qui ont besoin justement d'insertion et grâce au numérique. Les jeunes également, parce que ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que beaucoup de jeunes se disent, on pense que beaucoup de jeunes savent s'occuper du numérique, savent s'en servir, mais au-delà du fait, je vais peut-être être un peu provocateur, hein, mais j'en suis désolé à l'avance, au-delà du fait de scroller le téléphone, ça va pas bien beaucoup plus loin. Hein, c'est une réalité, il y a un manque d'acculturation numérique. Complètement. L'électronisme, on est limite sur l'électronisme, effectivement. Complètement. Et puis, troisième public, ce sont toutes les petites entreprises, tous les artisans, qui aujourd'hui ont commencé à prendre conscience qu'ils ont besoin de se transformer avec le numérique, mais qui ne savent pas encore pas trop comment le faire. Bon. Et donc, alors ce que j'ajouterais, parce que nous sommes très fiers de cela, un des points de cet Orange Digital Center, c'est que l'expertise qui va être déployé dans l'écosystème vient de nos salariés, vient de nos collaborateurs. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des gens qui sont volontaires et qui se disent, voilà, moi j'ai envie de participer, et comme ils connaissent un peu le numérique, ils sont même d'ailleurs pas obligés d'être complètement des experts, parce que nous leur fournissons des contenus qui leur permettent donc de passer des informations à travers l'animation d'atelier. Et cette animation d'atelier, ça peut être soit directement via les publics que je viens de vous citer, soit aller former des formateurs. Et pour ces formateurs, en fait, nous avons besoin des associations de terrain. Et donc, depuis quelques mois maintenant, l'idée est de commencer à constituer cet écosystème. J'étais à Saint-Martin avant-hier, donc j'ai présenté le dispositif au président Hussington, qui était très emballé avec son conseil. J'étais à Marie-Galante aussi il n'y a pas très longtemps. Enfin voilà, je fais le tour des communes et à chaque fois nous avons une oreille extrêmement attentive. La région est déjà d'accord, j'en ai discuté, rassurez-vous, avec Madame Biturfila qui est l'élue en charge du numérique. Il y a des choses, des opérations qui vont se mettre en place, en particulier avec le cyberbus. Et d'ailleurs, pendant que je parle de cyber, ça me fait penser à un autre sujet qui est important également pour les entreprises, mais pour nous tous, c'est le sujet de la cybersécurité. Exactement. Et là, il est vraiment temps qu'on s'en inquiète, qu'on avance dessus, parce qu'aujourd'hui, la question, que ce soit pour une entreprise ou pour nous-mêmes, la question n'est pas de savoir si un jour on va être hacké. La question, c'est quand.
D'accord. Et à partir de là, il faut bien commencer à se préparer, prendre certaines habitudes. Je pense également à un des ateliers qui marche très bien en métropole et qu'on commence à lancer ici, c'est justement l'atelier sur la protection des données personnelles de vous et moi. Et là, il y a des choses très simples à faire qui nous permettent de ralentir. Je ne dis pas qu'on va complètement éviter, mais au moins de ralentir le fait qu'on se fasse hacker son téléphone ou se faire capter ses données personnelles avec usurpation d'identité ou autre joyeuseté que vous pouvez imaginer. On peut imaginer des passerelles avec, par exemple, les maisons France Service qui sont dans les communes. Pourquoi pas? Pourquoi pas? L'idée, si vous voulez, c'est de bien travailler de pair. Orange n'a pas du tout l'hégémonie ni l'idée de faire quelque chose tout seul. Bien au contraire, c'est avec l'ensemble de l'écosystème. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons comme partenaire? Nous avons par exemple la mission locale avec Madame Chouon-Lamotte qui est très motivée à l'idée de travailler avec nous. Nous avons des associations de terrain. Je pense à l'association Solutions Vertes qui est depuis plusieurs années travaille avec le département sur justement l'acculturation des personnes âgées à l'usage d'un terminal ou d'une tablette. On a décidé de travailler avec eux de manière à ce qu'Orange leur amène un coup de main aussi sur justement tout le tour des communes qu'ils font pour aider nos aînés à mieux se servir de leur ça, c'est un secteur qui est extrêmement important à travailler parce qu'il faut faire attention. On parlait tout à l'heure des effets négatifs. Il ne faudrait pas que dans cette démarche qui est la nôtre d'accroître la compétitivité de notre territoire, nous n'arrivions pas dans une situation où nous allons isoler des personnes et qui vont être en rupture de service public. Parce qu'on commence à le voir et je comprends parfaitement aujourd'hui que tous les services, toutes les collectivités, nous sommes extrêmement sensibles, mais il faut dématérialiser, c'est une chose, ça facilite, je dirais, le traitement, mais si derrière il n'y a rien à traiter, eh ben, ça ne servira à rien. Bien parce sûr. Que si les personnes n'ont pas accès au système parce qu'elles ne savent pas l'utiliser, ben, on n'aura rien à traiter. Donc ne pas oublier aujourd'hui que nous sommes un territoire fragile et qu'on doit se donner les moyens pour permettre, et j'ai vu effectivement aussi bien au niveau des missions locales, mais dans certains centres communaux d'action sociale, il y a aujourd'hui du personnel qui reçoit les personnes et les aide à faire leur démarche. Donc c'est vrai, France Service a un rôle à jouer, mais chaque personne qui aujourd'hui a une responsabilité en termes de service public doit s'assurer que le numérique n'aurait pas comme conséquence d'exclure, parce qu'il ne faudrait pas que ce soit une machine d'exclusion, parce que du coup on va créer une nouvelle forme d'exclusion. Et des deux côtés du service public, côté administratif, usager, mais également aussi au niveau des agents, puisque on sait qu'il y a un personnel du service public qui se rapproche de la retraite et qui n'est pas forcément acculturé au numérique. Là aussi, qu'est-ce que vous mettez en place de part et d'autre, Marius Panchard? Sur une collectivité comme la région, les moyens sont importants pour effectivement, puisque la région a fait le choix de la dématérialisation, vous le savez, il n'y a pas une demande aujourd'hui qui ne doit pas se faire en ligne. Donc il y a effectivement un accompagnement, une formation. C'est vrai que c'est toujours plus difficile parce que souvent, dans la relation de travail, on sait ce que c'est que la résistance au changement. Donc ça nécessite des moyens. Mais une collectivité comme la région, elle a un plan de formation, elle a les moyens pour le faire. Moi, je suis beaucoup plus inquiète pour des collectivités de taille... Qui ont des finances plus fragiles. Des finances plus fragiles ou qui n'ont pas les mêmes moyens budgétaires parce que ce sont des petites collectivités. Et là, pour le coup, on peut être en rupture et du coup faire qu'il y aurait une égalité sur le territoire avec le fait que cette volonté qu'on a rééquilibrée en termes d'aménagement du territoire, eh bien, on peut recréer ces déserts en termes de services publics. C'est peut-être pour ça qu'il y a l'option France Service, mais il faut que le numérique y soit aussi, parce que sinon, ceux qui vivent dans des grandes villes où il y aura les moyens effectivement d'avoir accès pourront, et puis d'autres, parce que la collectivité ne peut pas accompagner la personne âgée ou la personne handicapée, n'auront pas accès à leurs droits. Ce serait une profonde injustice. Donc il faut vraiment que nous ayons conscience de ça, que ce soit le secteur public, mais aussi le privé. Voilà. Alors
Philippe Roclor, c'est là peut-être que la RSE d'une entreprise comme la vôtre, la responsabilité sociétale de votre entreprise peut intervenir? Absolument. Alors, vous nous demandiez tout à l'heure comment est-ce que nous intervenons sur différents niveaux. Donc, au niveau externe, donc vers nos clients. Alors, je précise juste une chose quand même. L'Orange Digital Center est à destination de tous, que vous soyez client Orange ou non. Et d'autre part, c'est complètement gratuit. Bon. Cela étant dit, donc il y a ces opérations donc qui vont amener donc de l'information et du lien en externe. Maintenant, en interne pour nos collaborateurs, bon, vous comprendrez, nous sommes une entreprise numérique, mais avec des métiers qui ne sont pas que sur le numérique. On a à peu près une trentaine de métiers dans le groupe, qui partent de la comptabilité, RH, en passant par les réseaux ou la vente en boutique. Maintenant, ce que nous faisons pour nos collaborateurs, c'est qu'il y a effectivement des plans de formation, mais aussi on leur donne la capacité tout au long de leur vie active de pouvoir carrément changer de métier. Et là, il y a des programmes de formation qui permettent effectivement d'avancer et soit de s'auto-former et d'acquérir des compétences, compétences qui bien souvent vont être dans le domaine de ce qu'on appelle les soft skills. C'est-à-dire qu'en fait, c'est au-delà de la connaissance livresque ou éducative, mais là, on va être sur nos compétences à nous, êtres humains, en termes de résilience, en termes de dynamisme, en termes d'empathie, par exemple, quand vous êtes un manager. Voilà, toutes ces choses-là font qu'on a la capacité donc d'aider nos collaborateurs à carrément changer de vie, changer de braquet au cours de la vie active. Très bien, j'ai bien entendu ce que vous me dites, Marius Panchard et Philippe Roclor, donc ce lien quand même étroit entre innovation et numérique. Lorsque nous avons annoncé le sujet sur nos réseaux sociaux, une question est revenue systématiquement. Qu'en est-il de l'équité d'accès au réseau, l'accès au réseau. L'accès au réseau. On voit que la fibre, on l'annonce depuis des mois, des années. Enfin, déjà, moi, là où j'habite, ça fait des mois, des années aussi qu'on nous l'annonce. Et je peux vous dire qu'il me faut prendre mon téléphone à chaque fois, le mettre en mode routeur pour pouvoir charger un mail, parce que je suis en bout de réseau et que ça devient compliqué de travailler. Quand on parle de télétravail, d'innovation, de technopole, d'économie de l'intelligence, comment est-ce que c'est possible quand les infrastructures ne suivent pas toujours? Quelles sont, je vais déjà me tourner vers Marius Panchard, comment au niveau de la collectivité régionale vous agissez pour réduire ces inégalités d'accès au réseau? Ce n'est pas mon secteur au niveau de la délégation qui m'a été confié par le président, mais ce que je sais par rapport à ce dossier, c'est vrai qu'on a été, je dirais, on a fait preuve de malchance là-dessus, puisqu'on avait lancé une délégation de service public et qu'il a fallu tout reprendre. Et c'est ça qui a fait qu'on est en retard par rapport à l'objectif qui était le nôtre. Mais quand même, il y a eu des améliorations qui sont sensibles sur certaines zones blanches. On le voit. Moi, récemment, même là où j'habite, je vois que le débit est beaucoup plus important qu'il y a quelques mois de cela. Donc, je pense qu'à terme, on va arriver à toucher. En tout cas, on ne peut pas être dans cette démarche de porter une technopole, démarche de susciter l'innovation, d'inciter effectivement tous nos jeunes à se poser ces questions et d'aller vers cette démarche entrepreneuriale, parce qu'on est quand même un territoire vieillissant, il y a des services, il y a des activités nouvelles, donc tout ça doit bouger très rapidement si on ne veut pas que ce sont les autres qui viennent faire à la place des propres Guadeloupéens. Donc je suis convaincue que je veux présenter mes excuses aux Guadeloupéens qui sont mécontents, et je peux les comprendre, mais je pense qu'on va arriver à régler ce problème-là. En tout cas, régulièrement, le président fait le point avec notamment M. Quilin et avec l'élu en charge de ce secteur, Aurélie, pour que nous soyons au rendez-vous. Donc, je n'ai pas d'inquiétude, je suis vraiment désolée, mais on doit pouvoir... Vous savez, on est une collectivité, on doit respecter des règles. On nous dit allez-y vite, lorsqu'on y va et puis qu'on ne respecte pas, on nous tombe dessus, et donc aujourd'hui il faut faire très très attention, on n'a pas le droit à l'erreur. Je reviendrai vers vous avec une autre question sur ce sujet. Philippe Roclor, vous pouvez nous rassurer aujourd'hui sur ça? Moi, ce que j'entends, c'est que de la part de nos concitoyens et auditeurs, c'est plus de l'impatience
qu'autre chose. Et c'est tout à fait normal. Je prends votre exemple. En fait, pourquoi? Parce que, Axel, l'idée c'est que vous me dites aujourd'hui, oui mais je suis à la maison, je prends mon téléphone, qui est en 4G, si je comprends bien, et je fais de la transmission de données. C'était pas possible il y a encore 2 ans. Ce qui veut donc dire, alors voilà, c'est pas exactement ce que vous voulez, ce que tout le monde veut, mais voilà. Donc, c'est mieux que rien. C'est mieux que rien et c'est mieux qu'avant. Juste pour rassurer les Guadeloupéens et Guadeloupéennes qui nous écoutent. Sur ce qu'on appelle le très haut débit, donc qui est amené en règle générale par la fibre. D'ailleurs, juste une petite parenthèse, la 4G est amenée par la fibre. C'est-à-dire que votre antenne 4G, elle est reliée au réseau par la fibre. Si elle n'était pas fibrée, il n'y aurait pas la 4G. Au-delà de ça, maintenant je ferme la parenthèse technique, l'idée c'est quoi? C'est qu'il y a aujourd'hui 2 grands projets sur la Guadeloupe qui vont permettre à notre archipel, île du Sud comprise, c'est-à-dire Marie-Galante, les Saintes-Désirades, d'avoir le très haut débit d'ici 2024. D'ici 2024, l'intégralité de nos concitoyens, toutes les adresses postales, toutes les maisons, toutes les entreprises auront une prise pour la fibre. Donc, en ce qui concerne Orange, nous avons commencé les travaux sur 16 communes de la Guadeloupe et on a déjà d'ailleurs terminé Basse-Terre, on a terminé Pointe-à-Pitre, on a terminé Petit-Bourg. D'accord ? Aujourd'hui, vous êtes habitant de Petit-Bourg, vous pouvez tout à fait demander un abonnement à la fibre et alors un abonnement qui ne sera pas forcément un abonnement Orange parce que nous, Orange, là, dans ce cas-là, on intervient en tant que... Au niveau technique. Exactement, on intervient en tant que monteur de tuyaux ou d'autoroute, ce qu'on appelle un opérateur d'infrastructure. D'accord ? Donc on arrive là et après vous avez des opérateurs de fournisseurs d'accès à Internet. Il y a plusieurs marques, je ne veux pas les donner, mais il y en a une avec un carré. Non, je plaisante. Mais voilà, donc voilà, il y a plusieurs personnes. En fait, chacun pourra choisir son opérateur. Et ce que je disais donc, c'est que ce déploiement, il a déjà bien commencé, il est déjà bien engagé et nous avons prévu de finir 100% des adresses, ça c'est important, 100% des adresses d'ici 2023-2024. Très bien. Alors Marie-Luce Manchard, ce que je voulais vous demander en rebondissant sur votre réponse tout à l'heure, on observe souvent ce décalage justement. Quand on parle d'innovation, il y a cette idée où les choses bougent beaucoup, très rapidement, surtout avec le numérique. N'y aurait-il pas là aussi au niveau des collectivités, je ne parle pas spécifiquement de la région, mais du pouvoir public en général et même de l'État, là aussi une façon de repenser le timing, mais aussi la disruption du service public pour aller plus vite et pour faire mieux aussi, et coller justement à ce nouveau tempo de l'innovation. Vous posez une très bonne question. On aurait pu penser qu'avec le numérique, c'est vrai, ça permet de gagner du temps dans l'instruction. Mais en même temps qu'on a mis le numérique, je pense qu'on n'a pas fait la révolution de la simplification des procédures administratives. Beaucoup d'intermédiaires. Beaucoup d'intermédiaires, beaucoup d'éléments qui sont demandés quand vous allez sur une plateforme et que vous devez faire une demande pour être accompagné. Quand vous voyez le nombre d'informations qui vous est demandé, de pièces. En plus, chacun a son propre système. On vous demande de scanner pour faire entrer cette pièce. Mais c'est votre téléphone, parfois, n'y arrive pas. C'est pas compatible. Au lieu d'inciter, parfois, on pousse les gens à abandonner. Donc, il y a effectivement tout le travail qui a été fait sur le plan technique pour faire avancer l'accès à Internet au plus grand nombre, mais en même temps, notre administration au plus haut niveau, mais je dis, l'Europe a fait quand même des efforts, mais je pense que notre État, et ça c'est lié au fonctionnement de nos institutions, on a besoin de toujours contrôler tout le monde. Et à chaque point, il y a un contrôle. C'est vrai qu'il faut s'assurer de la bonne utilisation des finances publiques, mais je dis que même nous, plutôt que de redemander 50 fois la même information, il y a une capacité pour que les administrations peuvent avoir entre elles l'information. Vous n'êtes pas obligé de demander, je dirais, si vous êtes à jour sur le plan fiscal, une administration pourrait avoir cette information directement auprès des services des impôts. Donc,
la simplification, elle n'est pas au rendez-vous. Et c'est la raison pour laquelle vous entendez les élus le dire, non pas pour se dédouaner de leurs responsabilités. Beaucoup pensent qu'on veut toujours dire que c'est la faute des autres. Non, je dis que là-dessus, on a encore beaucoup d'efforts à faire. Et je crois que nous devons être dans une société où on se fait un peu plus confiance. Moi, je suis pour le contrôle a posteriori. Je ne suis pas, parce que je suis dans cette démarche de l'innovation, je crois que dans une économie, il faut faire confiance. Il faut faire confiance à ceux qui ont envie, ceux qui pensent qu'ils peuvent se développer. Après, la puissance publique doit, comme je le disais tout à l'heure, réguler, doit contrôler. Et moi, je suis pour ces contrôles a posteriori. Et dans ce cadre, il faut être très dur et vigilant pour que ça serve d'exemple, parce qu'on n'aura jamais la possibilité de contrôler tous les actes. C'est pas possible. Et d'ailleurs, il y a toujours une faille. Et c'est parce qu'il y a une faille qu'il y a des cyberattaques. Et oui. Donc, ça ne sert à rien de vouloir s'épuiser à tout contrôler. Par contre, il faut se donner les moyens à un moment donné de faire, sous la forme d'un échantillon, des contrôles a posteriori. Mais ce n'est pas des amendes à 150 €. Il faut que ça fasse très mal. Parce que si ça fait très mal, à ce moment-là, celui qui est tenté de le faire, ça servira d'exemple. Il ne va pas essayer de rentrer dans ce schéma qui consiste à contourner les choses. Très bien. Des choses très intéressantes autour de cette favorisation de l'économie, de l'innovation. Malheureusement, le temps nous est compté. Avant de conclure, j'aimerais aussi rebondir sur ce que j'ai entendu de part et d'autre. Philippe Roclor, on a parlé beaucoup d'opportunités pour les jeunes entrepreneurs, mais surtout de cette possibilité avec le numérique d'aller très rapidement à l'international. Absolument. Vous y croyez? Mais c'est la base même, parce que quand on regarde, j'ai eu une autre vie d'entrepreneur. Et d'ailleurs, j'avais été accompagné par Audacia à l'époque. Ce qu'on se disait tous à l'époque, c'est que certes, on démarre nos projets, mais que très vite, l'idée, ce n'est pas de rester en Guadeloupe, mais c'est bien de s'exporter. C'est de s'exporter. Et l'avantage qu'on a avec le numérique, et en particulier avec l'Internet, c'est que notre archipel peut très bien travailler en horaire décalé avec d'autres pays, peut très bien avancer, et puis je regarde sur la période du Covid, moi j'ai pas mal de gens qui sont, enfin je connais pas mal de gens qui sont venus travailler ici, qui venaient de Paris ou de métropole, qui sont venus travailler ici et qui m'ont dit mais je sais pas si je vais repartir, parce qu'en fait ils se lèvent un peu tôt le matin, ils travaillent en horaire décalé avec la métropole, et ensuite ils peuvent travailler en télétravail, enfin pardonnez-moi. Il y a beaucoup de possibilités qui nous sont offertes, qui dépassent les frontières géographiques, les frontières physiques, et qu'à partir de là, on ait la capacité vraiment de se développer. Donc oui, l'Internet et toutes les nouvelles technologies nous permettent de nous positionner au mieux, et on n'a pas du tout à rougir face à d'autres pays de ce qu'on peut faire. Ça peut être un vrai incitatif pour la destination Guadeloupe, avec justement cette technopole développée et gérée par Innova, d'attirer des digital nomades, comme la Thaïlande le fait très bien aussi. Oui, on peut, tout à fait. Moi, je veux juste donner un chiffre qui montre que les choses sont en train de bouger en Guadeloupe. Il y a 2 ans de cela, nous n'avions qu'un budget de 200 000 € pour accompagner. Non pas que nous n'avions pas les financements et la capacité de le faire. Simplement, nous n'avions pas de projet. Donc, dans l'année, on dépensait au titre de l'innovation 200 000 €. Aujourd'hui, nous en dépensons 2 millions. Donc la volonté, elle est là. La volonté, elle est là. Maintenant, effectivement, à nous de saisir effectivement cette volonté pour que nous puissions accompagner au mieux et que nous donnions toutes les conditions pour réussir dans ce domaine. Et je crois qu'on peut réussir, notamment dans un secteur qui doit rester un secteur porteur en termes de développement, c'est le tourisme. Oui. On ne doit plus concevoir, je dirais, une valorisation de la destination Guadeloupe lorsque le touriste arrive avec des hôtesses, même si effectivement elles ont un accueil chaleureux, en distribuant des prospectus. Quand quelqu'un se déplace dans ce pays, la première chose qu'il fait, il va avec son téléphone, et c'est là qu'effectivement on a un rôle à jouer et qu'il y a beaucoup de services qui peuvent se développer. On parlait tout à l'heure de la restauration, on parlait de la tradition, on parlait beaucoup de choses qui ne sont pas connues du tourisme. On a cette capacité
d'aller chercher des touristes du monde entier, parce que certains, notamment dans le tourisme qui se développe beaucoup autour des pays qui vont s'engager dans la préservation de nos milieux naturels et sur les questions environnementales, il faut savoir que c'est un sujet aujourd'hui qui peut être porteur dans beaucoup de domaines, même dans le domaine touristique, parce que certains font le choix d'aller dans ces pays-là et pas dans les pays pollueurs. Donc là-dessus, si la Guadeloupe fait cet effort... Nous avons une carte à jouer. On a une carte à jouer, c'est-à-dire en même temps préserver notre territoire parce que c'est notre richesse en termes de milieu naturel, mais se servir de cette préservation pour développer une autre activité qui est celle du tourisme. Et ça veut dire donc un autre concept avec des lodges, avec une valorisation de cette biodiversité. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses à penser, inventer, et il ne faut pas, pour ceux qui, je vois beaucoup aujourd'hui, qui s'intéressent à cette façon de concevoir le développement de nos territoires, il ne faut pas donner le sentiment qu'on n'y arrivera pas. Il faut au contraire que ces personnes sentent que vraiment elles seront portées, elles seront accompagnées par les responsables que nous sommes. Aujourd'hui, en tout cas, c'est ce que nous voulons faire au niveau de la région Guadeloupe. Nous avons donc matière à être optimiste, Philippe Roclore. Absolument. Et si vous le permettez, il y a un point que je ne peux pas mettre de côté en tant que président de la commission emploi compétences de l'IDE-MEDEF, c'est qu'en fait, pour faire tout cela, il y a deux choses qu'il faut qu'on fasse. La première, c'est de continuer à accompagner nos jeunes et de leur donner envie soit d'être dans l'entrepreneuriat, soit d'être sur les nouveaux projets, les nouvelles technologies, mais aussi rendre nos territoires, et c'est vrai que l'accès au réseau va l'aider, mais rendre nos territoires suffisamment attractifs pour que nos jeunes qui sont à l'extérieur aient envie de rentrer. Parce qu'on a énormément de talents. Et c'est là le vrai sujet, en fait. Et c'est un gros sujet. Oui. C'est un gros sujet. Il faut qu'on donne envie à nos jeunes de rentrer. Et souvent, c'est pas qu'un problème de salaire. C'est aussi un problème de conditions de vie. Vous avez aujourd'hui un jeune couple qui est à Lyon, qui gagne relativement bien sa vie, qui a son enfant qui est à l'école. Il regarde la Guadeloupe et quand il nous voit, il se pose la question, est-ce que vraiment je vais rentrer ? J'ai des problèmes d'eau, j'ai des problèmes de transport, j'ai des problèmes de ceci, de cela. Il y a la qualité de vie, certes, mais pas que. Il faut que les deux puissent trouver un travail. Voilà, il y a toutes ces choses qu'on doit organiser. Il y a pas mal de plateformes qui doivent se monter. Il y a des associations qui existent sur ce sujet. Mais vraiment, nous avons tous des efforts à faire en ce qui concerne la formation de nos jeunes et leur accompagnement. Très bien, le message est passé, on l'a bien entendu. Cindy Bajazé, je me tourne vers vous puisque j'ai entendu beaucoup de choses, des choses que vous dites souvent, notamment en termes de formation, de professionnalisation et d'expertise aussi. Ça vous a parlé, ce débat entre Marius Panchard et Philippe Roclore ? Ah oui, c'était passionnant. Chacun connaît son domaine. J'en ai beaucoup appris également et je suis tout à fait d'accord avec chacun des intervenants. Non, c'est très très passionnant. Christina Filetas, je vous ai vu acquiescer quand Philippe Roclore a parlé du retour au pays des jeunes Guadeloupéens. Il est important de mettre en place les moyens pour qu'on puisse rentrer. Moi, j'ai fait le choix il y a 12 ans de rentrer chez moi, mais ça n'a pas été évident. J'ai dû envisager une reconversion professionnelle parce qu'avant d'être infirmière, j'avais fait une école de commerce et j'avais du mal à trouver du travail. Bon, après, être infirmière, c'est une vocation, mais il faut vraiment mettre les choses en place pour que c'est sûr que quand on rentre, il faut qu'il y ait un projet, mais il faut que chacun y trouve son compte. Très bien. Pouvoir rentrer chez soi. Et je voulais rebondir aussi par rapport à ce quand il a parlé de l'électronisme, l'accès aux services, qu'ils soient publics ou privés. Moi, j'ai eu l'exemple d'une petite dame qui est chez elle, qui ne peut pas payer son téléphone, parce qu'avant, elle était habituée à aller à la borne ou à l'agence chez France Télécom. Aujourd'hui, il faut faire par Internet. Elle ne maîtrise pas l'outil. Il faut faire par téléphone, mais elle ne sait pas se servir forcément du clavier. Du coup, on lui coupe son téléphone à chaque fois parce que ses petits-enfants n'ont pas pu venir en temps et en heure pour pouvoir lui payer son téléphone. Donc, c'est des personnes qu'il faut aller chercher pour leur apprendre à se former. Ce ne sont pas forcément des personnes qui sortent de chez elles, mais il faut... Ce ne sont pas des personnes qui voudront forcément se former. Je crois qu'il y a un terme, parce qu'en fait, on parle d'exclusion et ce sont des personnes qui contactent, par exemple, mon entreprise parce qu'elles ne peuvent malheureusement pas avoir accès à Internet par rapport à ça. Et c'est très
compliqué. Des gens qui me disent effectivement qu'avant, elles avaient accès, enfin, elles faisaient en fait les choses de façon dématérialisée, elles allaient à la poste ou bien elles allaient en fait dans les différentes institutions. Et aujourd'hui, même pour payer les impôts, aujourd'hui, on a besoin d'Internet et ce sont des gens qui n'ont pas forcément la famille sur place et qui font appel à des professionnels et qui payent les professionnels. Et ouais, ça peut faire l'objet d'une... Alors, il faut aller avec son temps, et ça, je l'ai bien compris. Hein. J'ai 40 ans et c'est vrai que c'est compliqué encore pour moi, parce que comme je le dis, je ne suis pas tout à fait dans le système, mais c'est vrai que ça résulte quand même, je trouve, hein, d'une certaine qu'est-ce que je dirais moi? Après, En tout cas, ça veut dire deux choses. Ça veut dire qu'il y a une offre de service qu'il faut mettre en place qui n'est pas développée. Et ça veut dire que les pouvoirs publics, c'est-à-dire les services à la fois au plan communal, au plan départemental et régional, on doit aussi penser à des métiers nouveaux. Exactement. Mais pour rebondir, ma grand-mère, elle a 91 ans. Elle a sa tablette, elle se sert de Facebook, elle envoie des WhatsApp, elle téléphone, elle fait des appels vidéo. Donc je pense que il y a aussi la volonté de vivre avec son temps. Bon, en tout cas, beaucoup de sujets là aussi à explorer, de nouveaux sujets, les nouveaux métiers, les métiers de demain aussi, comme le disait Philippe Roclor. On se retrouvera très certainement pour une prochaine émission, Les Experts au féminin. Merci beaucoup Philippe Roclor, Marius Panchard. Restez avec nous pour la seconde partie. Nous allons accueillir Joël Badralou, avec qui nous allons discuter aussi gastronomie, tourisme et culture, aussi là aussi des opportunités business. On se retrouve tout à l'heure après la pause publicitaire. Ça me perturbe. Nous sommes de retour pour cette seconde partie des experts au féminin et comme d'habitude, nous allons nous tourner vers nos chroniqueuses pour leur sujet. Joël Badralou, je crois que ce soir, vous allez faire chanter nos papilles. Tout à fait. Bonsoir Axel, rebonsoir. Donc ce soir, j'accueille le chef Dave Pakiri, que j'apprécie particulièrement, pour discuter du lambi. La pêche est enfin ouverte, donc... C'était l'occasion. Ça promet, donc on ira à Saint-François avec lui, que j'affectionne particulièrement. Christina Filetas, de quoi allez-vous nous parler ce soir? Bonsoir Axel, donc rebonsoir plutôt. Donc on va parler d'Octobre Rose dans la continuité de la rubrique de Cindy de la semaine dernière. Donc nous allons avoir le témoignage d'une femme qui a été porteuse du cancer du sein. Donc elle va partager avec nous son expérience. Très bien, donc l'expérience de retour à l'emploi et c'est une Amazone de Guadeloupe, on le souligne. Amanda sera avec nous par Magnéto. Elle va nous parler de cette possibilité qu'offre Instagram de rémunérer les créateurs de contenu. Certaines mauvaises langues disent que c'est un petit peu comme la OnlyFans, mais pas que. Amanda nous en dira plus dans son Magnéto. Je me tourne vers Cindy Bajazé. Rebonsoir Cindy, je crois que vous recevez quelqu'un qu'on aime beaucoup ce soir. Rebonsoir Axel. Alors ce soir, nous allons accueillir une personnalité. Elle évolue dans le monde de la musique, elle est connue et reconnue dans son domaine. Et puis ce soir, on va la découvrir sous une nouvelle facette puisqu'elle a lancé sa marque et elle est à la tête d'une boutique de prêt-à-porter. Ce soir, nous recevons Dasha. Dasha Baby, comme elle dit dans ce spectacle. Merci d'avoir accepté notre invitation et de discuter avec Cindy Bajazé de cette nouvelle aventure entrepreneuriale pour l'artiste que vous êtes. Bonsoir Dasha, merci d'avoir accepté notre invitation. Je sais qu'il n'est pas aisé de te libérer, tant tu es une femme plurielle, hein, tu multiplies les activités. Alors Dasha, comme je l'ai dit, tu es depuis peu à la tête d'une boutique qui s'appelle Dasha M. Alors Dasha, première question, comment fait-on pour passer de la musique à l'ouverture d'une boutique de prêt-à-porter? Raconte-nous ton histoire. Ben, déjà, on va dire que c'était un de mes rêves. Donc, du coup, c'est un premier rêve que je réalise. C'était d'avoir mon entreprise et surtout dans le milieu de la mode, puisque j'aime beaucoup échanger avec les gens. C'est d'ailleurs pour ça que je suis artiste. Et je trouve que c'est aussi un moment où on peut partager un peu de tout avec nos clientes. Donc, voilà, les petits secrets, les petits potins, etc. Et surtout, relooker les gens. Donc, voilà, c'est pour ça que j'ai choisi ce milieu. Alors, quel est le concept en fait de Dasha M? Est-ce que tu as une marque phare, un produit phare plutôt? Est-ce que tu habilles tout type de silhouette?
On habille tout type de silhouette, tout type de morphologie. On habille du S au 4XL, donc pour ceux qui ne connaissent pas les tailles américaines, donc du 36 au 56. On habille vraiment toutes les femmes. Et pour nous, la mode n'a de secret pour aucune femme. Voilà, c'est ça Dasha M. On a pu le remarquer d'achat sur les réseaux sociaux. Hein. Récemment, tu as lancé ton bébé puisqu'il y avait l'inauguration. Tu t'es entouré d'artistes de renom. Comment la population a accueilli Dasha M? Ben, avec amour. Je tiens à remercier d'ailleurs la population guadeloupéenne qui s'est vraiment déplacée en masse. Merci pour tout le love. Merci à vous d'être venus et d'avoir pu partager ces moments vraiment mémorables qui resteront gravés à tout jamais dans ma mémoire. Vraiment, beaucoup d'émotions. Tu pouvais comme ça dénoncer un obstacle justement. Quel serait-il? Il faut juste s'entourer des bonnes personnes. Voilà, choisir ses personnes, s'entourer des bonnes personnes. Et autre question d'achat, tu es sur les réseaux sociaux, tu es sur Instagram, c'est ça? Comment se passe la communication? On peut te retrouver, tu as choisi de t'implanter sur Instagram, mais ta boutique en fait elle est située aux Galeries de Welbourg. Est-ce qu'on peut commander en ligne ou directement sur place? Comment ça se passe? Alors pour l'instant on commande via Instagram. Et on peut aussi appeler, réserver, passer ses commandes par téléphone. Pour l'instant, du moins. Que tu travailles seule? Est-ce que tu es entourée d'une équipe? Est-ce que tu as des salariés? Comment ça se passe à ton niveau? Pour l'instant, je suis seule. Je suis la seule qui mène son bateau. Et bien sûr, j'ai ma petite équipe derrière qui est aussi mon équipe musicale. Donc voilà, on n'a pas trop changé la famille. D'accord. Autre question, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui souhaiterait se lancer, qui hésiterait au jour d'aujourd'hui justement à mener sa barque? D'avoir de la volonté et beaucoup de mental, parce qu'il faut avoir beaucoup de mental pour pouvoir créer son entreprise et puis de l'ambition. Il ne faut pas s'arrêter parce qu'on a un obstacle du jour au lendemain. Il ne faut pas s'arrêter, c'est toujours avoir de l'ambition, être motivé et quand on veut, on peut. Voilà, c'est bien le cas de le dire. Dasha, merci beaucoup pour d'avoir en fait été avec nous sur ce plateau. Juste à titre d'information, donc tu es sur les réseaux, Dasha M sur Instagram. On peut te retrouver aux Galeries de Welbourg. Un numéro de téléphone peut-être? 06 80 72 20 50. Voilà. Et puis nous faisons aussi de la livraison au travail à domicile. C'est très. Merci pour la précision. Longue vie à Dasha M. Bon courage à toi. Et juste à titre de précision, donc je porte une de tes vestes émanant de ta boutique, qui s'associe normalement avec un petit short, mais il fait tellement froid sur le plateau que je n'ai pas osé le mettre. Alors le haut normalement il est plus décolleté, mais comme il y a du monde au balcon, je n'ai pas voulu déstabiliser le public. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup Dasha et bonne continuation à toi. À bientôt, merci beaucoup. On ne va pas heurter la sensibilité de tous les spectateurs et on ne va pas vous créer d'autres fans, Cindy. Mais en tout cas, j'admire vraiment toutes ces personnes qui opèrent un switch dans leur vie professionnelle. Ouais. Et c'est vrai que parfois on se dit que pour les artistes, femmes, c'est peut-être... il y a cette appétence déjà qui est là vers la mode, l'esthétique aussi. On pense à quelqu'un comme Jenny Paulin, qui est chorégraphe, danseuse, qui a son centre d'esthétique. Et puis les incontournables. J'ai eu l'occasion de recevoir. Ben oui, ouais. Christiane Valéjo et Jocelyne Nabil qui ont aussi leur boutique Martinique et le Moule également. Alors, je ne sais pas pour vous, mais j'ai vu une petite combi là qui m'a l'air pas mal. Ah oui, ouais. Ah oui. Joël, pour vous qui aimez les belles choses, ça vous parle cette démarche de Dasha et ce qu'elle nous a présenté aussi? Ben oui, et puis je trouve ça tellement important d'aller au bout de ses rêves, ne pas rester cantonné à des cases qu'on nous impose. Elle est artiste. Et alors, elle a envie d'ouvrir une boutique, qu'elle l'ouvre. Elle veut faire autre chose demain, allons-y. Cette petite veste-là me plaît beaucoup, le côté blazer et tout, moi j'aime beaucoup. Ah oui, c'est qu'on ne voit pas les escarpins derrière, mais c'est magnifique. Marius Panchard, j'ai vu que vous avez beaucoup apprécié cette démarche de Dasha. Oui, j'ai beaucoup apprécié parce que ça témoigne de changement, changement profond.
Parce qu'avant, on pouvait s'investir, s'engager dans une voie, et on se posait toujours la question des diplômes, de la compétence, du parcours universitaire. Et aujourd'hui, en fait, la société, elle a complètement évolué. On peut ne pas avoir, je dirais, ces compétences de base, et c'est l'expérience qui va faire la différence dans quelques années, comme dans beaucoup de pays anglo-saxons. Et je pense que la Guadeloupe, là, est en train de mettre le pied à l'étrier. Moi, ça me fait plaisir parce qu'on assiste à un véritable tournant. On voit arriver une autre façon de concevoir l'entrepreneuriat. On voit évoluer notre pays, Guadeloupe. Et moi, je pense que c'est important de faire ce type d'émission parce que ça valorise ce savoir-faire et ça permet de mettre en confiance beaucoup de ceux qui n'osent pas encore franchir le pas. Et c'est extrêmement important. Si on veut, on peut. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui a complètement modifié le monde, c'est le numérique. Et lorsqu'on maîtrise effectivement ces outils, je crois qu'il n'y a pas un domaine dans lequel on peut se dire qu'on ne peut pas se lancer. Oui. C'est vraiment ça qui fait la différence. Et l'expérience aujourd'hui et le témoignage de Dasha me conforte dans ce que je porte depuis très longtemps. Et ça me réjouit profondément, vraiment. Et du coup, j'ai très envie d'aller parce que aussi, moi, je vais sur les sites et je regarde parce qu'on n'a pas le temps. Nous sommes tous des femmes un peu engagées. On n'a pas le temps forcément d'aller dans une boutique comme par le passé pour flâner. Et c'est parce qu'on voit quelque chose, on se dit, soit on le commande, ou soit on va et on demande telle chose parce qu'on a très peu de temps. Le temps, c'est de l'argent aujourd'hui. Et donc moi, je fonctionne beaucoup comme ça. Quand il y a quelque chose qui me plaît, je vais dans la boutique et je dis, voilà, j'ai vu, je voudrais essayer, etc. Donc, comme toutes les femmes. Donc, bravo à Dasha. Félicitations, c'est très, très bien. Je vois que dans le domaine de la restauration, on procède ainsi. Tout à fait. C'est en train d'évoluer. On a les menus, on a même la façon... Parce que du coup, ça attire le client à venir, plutôt de se dire, tiens, il y a un restaurant qui vient d'ouvrir, je vais essayer. Non, on est dans autre chose. Et je vois qu'au niveau de la restauration, ça évolue complètement. Exactement. Le maître mot, c'est la relation et la conversation avec le client. Et c'est vrai que, comme Marie-Lise Panchard le disait, Dasha nous a dit qu'elle est sur Instagram et qu'on peut commander sur Instagram et par téléphone aussi. C'est le fameux click and collect ou phone and collect. Et ça, avec le contexte sanitaire qu'on a connu, ça facilite beaucoup les choses. Livrer n'importe où. Et puis, dans un pays comme le nôtre où on souffre beaucoup pour des personnes qui commencent à avoir un certain âge de l'isolement, ça permet de faire en sorte que les personnes restent en contact et que les femmes qui ont 70 ans et ont envie d'être toujours belles, ont envie effectivement de rester au fait de l'évolution de la société, ça aussi, ça va changer les choses. Exactement. Petite mention spéciale pour aussi les modèles curvy que j'ai vus. Bon, comme vous voyez, votre chère présentatrice n'est pas dans les standards et les canons de la beauté européenne, mais je suis très sensible à ça, aux boutiques qui comprennent la morphologie des Antillaises, nos courbes, tout ça. Et donc, bravo encore à Dasha d'avoir pris tout ça en considération parce que c'est pas toujours facile. Effectivement, je veux justement rebondir sur tout ce qu'on s'est dit durant cette chronique. En fait, dans le cadre de l'ouverture d'une boutique à le prêt-à-porter, si je peux me permettre, justement, Madame Panchard parlait justement de formation. Pour la boutique de prêt-à-porter, on n'a pas besoin en fait d'avoir de formation pour pouvoir exercer cette activité. Il y a quelques petites choses quand même à savoir. Il faut s'interroger sur le concept. Est-ce qu'on veut vendre en ligne ou hors ligne? Si on souhaite vendre en ligne, par exemple, se renseigner sur la législation, site internet, donc les mentions légales, les mentions obligatoires. Si par exemple on souhaite vendre dans une boutique, se renseigner sur l'affichage des prix, le budget à prévoir pour cette activité, et puis également la forme juridique adaptée au projet. Est-ce qu'on part sur une auto-entreprise, une URL, une SARL,
naturel, etc. Dans le cadre d'une autre émission, je parlerai en fait des différences entre toutes ces formes juridiques. Elle l'a dit, il suffit d'avoir les bonnes personnes à côté de vous. S'entourer de bonnes personnes. Et après, on apprend sur le tas. Tout à fait. Et soi-même, on peut devenir quelqu'un qui va accompagner un autre. Exactement. C'est ça qu'il faut qu'on fasse. Et c'est tout ce que nous prenons ici aux experts au féminin. Merci Cindy Bajazé. Je me tourne vers Joël Badralou qui nous emmène à Saint-François. Oui, alors ce soir, je suis très contente. Il n'est pas avec nous via Skype, mais il a enregistré l'entretien au préalable. On reçoit Dave Pakiri. C'est un chef que j'avais repéré chez Arnaud Bloquel à l'Orchidea. Oui. C'était son second. Quand je suis arrivée il y a 2 ans, quand j'étais de retour. Et Arnaud me racontait un petit peu son parcours, le lycée hôtelier, il a pris sous son aile et tout. Je me souviens de lui. J'ai complètement craqué pour sa cuisine. Il est à la tête d'un nouveau restaurant à Saint-François, tenu par un pêcheur. Et il y a une belle démarche de la mer à l'assiette qu'il va nous raconter. Et je voulais qu'on le reçoive pour l'ouverture de la pêche au lambi. Parce que ça y est, enfin, du 1er octobre au 30 novembre, on peut enfin pêcher le lambi et le déguster frais, etc. Et je voulais qu'il nous en parle en détail. Très bien. Top Magnéto avec le chef Pakiri. Alors la raison pour laquelle elle est plus courte cette année, c'est parce qu'il y a eu beaucoup d'abus dans les années précédentes. Du coup, la quantité de lambi est beaucoup moins importante qu'avant, parce que les gens pêchaient énormément de lambi et ils ne laissaient pas le temps à la reproduction du produit. Donc du coup, je pense que c'est pour ça qu'ils ont décidé de réduire la période de pêche pour pouvoir mieux laisser autant au lambi de se reproduire, de grossir et d'avoir des lambis de meilleure qualité. Depuis l'ouverture nous dit que, sachant qu'on a un plat de lambi à la carte, on a constaté que le plat qu'on vend le plus, que les gens apprécient le plus, c'est surtout le plat à base de lambi, donc les tagliatelles de la mer où on retrouve du lambi, mais aussi de la langouste et du poisson-lion. L'ouverture justement de la pêche au lambi nous permet d'avoir des plus jolis produits parce que voilà, le pêcheur il prend le temps de chercher les lambis beaucoup plus gros, quelque chose de beaucoup plus charnu pour avoir un beau produit. Donc du coup forcément les gens ils s'attendent à du bon lambi et ils viennent justement, vu que la pêche est ouverte, ils savent que c'est des produits frais et produits de qualité. Le propriétaire c'est M. Max Fetida qui est à la pêcherie des îles, qui est pêcheur. Donc du coup on a la chance, j'ai la chance de pouvoir cuisiner le lambi frais pêché par lui. Donc c'est-à-dire le matin il va chercher 2 jours avant il met les filets, etc. Et le matin il va chercher le lambi. Donc ce qui est bien c'est ça, c'est qu'on a la chance de pouvoir c'est vraiment du pêcheur à l'assiette. Il n'y a pas de congèle ou quoi que ce soit, il n'y a pas de triche. On a le produit ultra frais et ça c'est vraiment une chance. Alors pour reconnaître un bon lambi, un lambi qui est déjà arrivé à maturité, un bon lambi, on va dire un lambi frais, en fait il faut que le pavillon soit bien formé. Donc dans la coquille vous avez la partie qu'on appelle le pavillon, il faut qu'il soit bien formé et en général un lambi qui est prêt à être pêché, un bon lambi fait entre 250 minimum et 300 grammes. L'idéal c'est d'avoir des lambis à peu près de 300 grammes. On sait que c'est des lambis qui sont prêts à être mangés parce qu'en dessous c'est vraiment c'est pas du tout bon et justement il faut les laisser grossir pour pouvoir pour en avoir après l'année d'après. Au restaurant, nous proposons essentiellement, c'est notre plat justement, notre plat phare, le plat du chef on va dire, c'est les tagliatelles de la mer au lambi. Donc il y a du lambi, mais aussi de la langouste et du poisson-lion. Donc des produits on va dire relativement nobles, qui sont bien travaillés. Donc c'est-à-dire on fait une fricassée de lambi à l'antillaise, quoi, enfin un truc traditionnel. Ensuite on récupère le jus de lambi qu'on va lier aux tagliatelles fraîches. On fait aussi un jus de tête de langouste au rhum vieux qu'on mélange avec les tagliatelles, le lambi, l'émincé de lambi. On fait aussi un émincé de langouste et dessus on va venir mettre un poisson lion. Donc vraiment les gens ils retrouvent vraiment
tous les produits qu'on aime, on va dire, en Guadeloupe, et surtout le fameux lambi qui est beaucoup apprécié par nous, quoi. Du coup, pour les fêtes de fin d'année, justement pour Noël, je bosse déjà sur la carte, et j'ai un plat que j'avais déjà fait, que je tiens vraiment à remettre en valeur. C'est le filet mignon de porc au lambi. Donc c'est un terre et mer, on va dire. C'est un filet mignon de porc que je vais faire cuire à basse température, et dessus dedans il y aura un insert lambi. Donc c'est une farce de lambi qu'on va faire à la maison avec un petit condiment créole, etc. Et par-dessus, on va venir napper notre filet mignon d'un jus de lambi corsé au rhum vieux. Alors, les astuces pour un bon lambi, un lambi tendre, déjà faut éviter le sel en début de cuisson, parce qu'en fait ça va rétracter la chair. Donc c'est pour ça que plutôt éviter de mettre du sel en début de cuisson. On va attendre la fin de cuisson où le lambi est déjà cuit. En amont, quand on va laver, nettoyer le lambi, il y a plusieurs techniques, mais il y a une technique qui, moi, je trouve qui est pas mal et qui permet aussi d'utiliser les produits qu'on a ici. C'est la papaye. Donc on peut nettoyer le lambi avec les feuilles de papaye. En fait, ça va permettre de retirer toute la glu, etc. Bien nettoyer le lambi. Et on peut râper aussi un peu de papaye dans la fricassée. Donc la papaye va attendrir à la cuisson le lambi. Il y a une autre technique qui est un peu farfelue, mais qu'on peut faire à la maison, peut-être pas en restaurant parce qu'on a beaucoup de lambi, mais c'est au Karcher. Ouais, c'est au Karcher, je vous assure. En fait, ça permet avant la cuisson, quand on nettoie le lambi, la pression de l'eau permet d'attendrir. C'est comme si on dit il faut battre le lambi. Hein. Ça c'est à l'ancienne aussi la tradition, etc. Donc on peut battre le lambi, mais au Karcher, ça permet déjà de retirer la glu, et la pression de l'eau, parce que c'est de l'eau potable, permet aussi d'attendrir la chair, et le lambi est beaucoup plus tendre à la cuisson. Si on n'a pas de Karcher, voilà, on peut le faire comme je vous disais, avec les feuilles de papaye, ou enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de techniques où si vraiment voilà, on peut juste nettoyer notre lambi, et mettre dans des feuilles de papier journal, des choses comme ça, et avec un pilon ou un rouleau à pâtisserie, bien le taper, bien le battre, on va dire, pour voir vraiment que notre lambi soit tendre et il soit fondant après cuisson. Alors le restaurant est situé sur le port de pêche de Saint-François, donc vous verrez c'est un restaurant, c'est un complexe en fait, donc il y a la partie fish burger devant, donc c'est toujours dans le thème de l'assiette à la mer, donc c'est uniquement à vente à emporter. On fait des burgers de poisson, c'est la spécialité de la maison, on fait nos steaks de poisson nous-mêmes, c'est des pains maison faits par un boulanger qui nous utilise de l'huile de roucou, etc., de la farine de manioc. Et derrière vous avez le restaurant Le Nautique justement, où vous pouvez manger sur place au bord de l'eau, avec la petite terrasse, et on est situé sur le port de pêche de Saint-François, donc juste derrière la pêcherie des îles justement, qui est le patron également du Nautique. Alors Joël, en voilà un qui est totalement raccord avec la devise de Saint-François, entre terre et mer. Et belle découverte, en tout cas, je me souviens effectivement de lui quand il était très jeune second du chef Arnaud Bloquel à l'Orchidea, et c'est excellent de le voir grandir et prendre une assurance. Tout à fait, mais justement le filet mignon dont il parlait là au lambi, c'était un plat qu'il avait créé, et Arnaud et lui étaient partis le défendre au Festival des Lumières de Montréal. Ah, très bien. Composé avec la Guadeloupe. Donc son histoire continue de très belle façon, je trouve. Excellent. En tout cas, je ne sais pas pour vous, mesdames, mais ça donne envie. Marie-Luce Panchard, je vous ai vu sourire. Est-ce que c'était à cause de ce beau plat ou encore de cette belle démarche entrepreneuriale aussi de notre jeunesse guadeloupéenne? C'est les deux à la fois, c'est un peu les deux à la fois, parce qu'effectivement, il a raison de rappeler que les Guadeloupéens, on a une tradition avec le lambi, hein. Tous les Guadeloupéens apprécient le lambi, et puis le faire connaître en mélangeant les saveurs, aujourd'hui c'est quelque chose où on voit que lorsqu'on va au restaurant, on recherche un peu cette qualité, ce travail qu'il fait sur lui-même, et moi je trouve ça très bien, ce qui montre qu'il y a tout un secteur
un pan de l'activité qu'on peut développer. C'est ça qui fera la différence. C'est ça qui va aussi valoriser une destination. On parle beaucoup de la route du Rhum, mais au travers effectivement d'événements aussi importants, on doit faire connaître nos traditions, mais notre capacité aussi à montrer qu'il y a des saveurs, il y a des choses en Guadeloupe qui feront que demain ça peut être des produits d'appel, parce que dans une politique comme celle du tourisme, il n'y a pas simplement le tourisme classique qu'on connaît avec les très beaux hôtels, il y a ce que le territoire peut porter, et sur le plan culinaire, je crois qu'on a beaucoup à apprendre, à découvrir, et c'est vrai que nos jeunes ont compris que là aussi, lorsqu'ils participent à, je dirais, des manifestations aussi bien à Miami, au Canada, et même lorsqu'ils vont dans certains salons, là aussi ça peut faire la différence. En tout cas, moi je lui fais confiance, parce que dans la manière dont il s'exprime, on sent cette envie de faire différemment, et de montrer qu'il a ce potentiel, et que voilà, il y a beaucoup de restaurants qui se sont implantés, je ne veux pas citer des noms, où on nous a fait découvrir peut-être des choses qui ne sont pas propres à nos habitudes alimentaires, avec toutes les pizzerias qui se sont développées en Guadeloupe. Mais là, on a peut-être la possibilité, avec des burgers, utiliser effectivement cette cuisine rapide, mais en même temps faire connaître nos produits. Il parlait de ces burgers avec le poisson, avec le pain qu'il fait lui-même. On voit aussi certains plats qui sont pensés avec nos produits du terroir. C'est aussi ça, c'est un art en fait. C'est plus qu'une activité, c'est un art. C'est un art, on est tout à fait d'accord. Et Joëlle Badralou, vous nous le dites souvent ici dans votre chronique, la gastronomie, c'est un véritable produit d'appel pour la destination. Ah oui. Moi je voyage pour la gastronomie. Ouais. Je peux très bien prendre un billet d'avion pour aller déguster le plat d'un chef. Donc il faut qu'on le fasse aussi chez nous en fait. Très bien. Excellent. Bon, en tout cas, merci encore pour cette belle découverte. Et on dit au chef Paqueri à très vite, peut-être pour le prochain déjeuner des vacances des experts au féminin. Voilà. Ce serait pas mal, hein, après le chef Strazel, aller à Saint-François. Christina Filetas, on change complètement de cadre avec vous. Tout à fait. Nous sommes dans le cadre d'Octobre Rose, et vous aviez tenu à nous faire découvrir le parcours et le combat d'une Amazone de Guadeloupe, comme vous nous le disiez, dans la droite continuité de la chronique de Cindy de la semaine dernière. Nous allons avoir par Skype votre invitée. De qui s'agit-il? Alors, elle s'appelle Gianna Siban. Donc, avant d'interroger Gianna, je vais d'abord parler d'Octobre Rose, puisque on en parle beaucoup, mais qu'est-ce que c'est Octobre Rose? Donc, Octobre Rose existe bientôt depuis 29 ans. En France, c'est un mois que c'est Octobre Rose, donc c'est en octobre, bien entendu, du 1er au 31. Et durant cette période, on valorise tout ce qui est en lien avec la lutte contre le cancer du sein. Donc, que ce soit à travers les professionnels de santé, les associations, les ONG, on se rassemble pour informer et aussi promouvoir le dépistage du cancer du sein. Parce qu'il faut savoir qu'une femme sur 8 sera touchée par le cancer du sein au cours de sa vie. Donc chaque année, il y a 60 000 nouveaux cas en France. En Guadeloupe, c'est 200 cas chaque année et 50 décès annuels. Ramenés à l'échelle du territoire, voilà, toujours. Et donc du coup, c'est le premier cancer mortel chez la femme. Et il peut être détecté à un stade précoce. Il faut savoir que 90% des cancers du sein peuvent être guéris. Mais pour ça, il faut que le dépistage précoce soit effectué. Donc il existe le dépistage qui est obligatoire, donc à partir de 50 ans, donc c'est la mammographie. Toutefois, ce qui est plus intéressant, parce que le cancer du sein ne touche pas que les femmes de 50 ans, il touche aujourd'hui des femmes de tout âge. De plus en plus jeunes. De plus en plus jeunes, mais aussi des hommes. Donc les femmes peuvent, à partir de 25 ans, lors de leur visite chez le professionnel de santé, donc ça peut être une sage-femme ou un gynécologue, se faire dépister, donc se faire palper les seins par le gynécologue. Mais il est important que les jeunes femmes, donc à partir du moment où elles ont leurs règles, où elles ont de la poitrine, qu'on apprenne aux jeunes filles à se palper les seins.
Et donc, vous nous le disiez en coulisses, c'est que très tôt, votre pédiatre, oui. Quand vous aviez 12 ans, vous a appris à vous palper les seins. Oui, c'est un geste qu'elle m'a appris. J'avais 12 ans, donc elle m'a dit que c'était important dans la vie d'une femme d'apprendre à se palper les seins. Donc je pense que la première prévention en fait, c'est l'autopalpation. Donc on peut faire énormément de choses dans le cadre d'Octobre Rose, mais si on n'apprend pas aux jeunes filles dès qu'elles ont leurs règles à s'autopalper, on passe à côté des choses. Donc il est important que nous femmes apprenions aussi à observer notre corps, à observer nos seins, et dès qu'on observe qu'il y a quelque chose, dès qu'on voit qu'il y a quelque chose de pas normal, à ne pas hésiter à demander l'avis d'un professionnel. D'ailleurs, on se rappelle de cette belle campagne des Amazones Guadeloupe aussi l'an dernier. Palpez-vous les seins comme vous palpez les fruits. Exactement. Donc du coup, recevoir Gianna va nous permettre de parler de l'association, donc je la laisserai présenter cette association. Bonsoir Diana, merci d'être avec nous. Votre connexion est un petit peu difficile apparemment. Nous allons vous mieux. Voilà. Donc je disais déjà merci de nous donner l'occasion de parler de cette maladie, parce que vraiment c'est une maladie qui touche beaucoup de femmes dans des contextes parfois de plus en plus jeunes. Donc il est important d'en parler, important que, comme disait Christina, que les femmes fassent de l'autopalpation, parce que on découvre soi-même le cancer. On peut découvrir soi-même son cancer et c'est important. Alors Gianna, comment avez-vous découvert votre maladie ? Alors moi, c'était par de l'autopalpation. J'avais une masse dans le sein tout simplement, et donc j'ai consulté un gynécologue qui au départ, vu mon jeune âge, n'y a pas cru. Il a simplement oublié une petite partie de mon histoire, parce que j'ai eu un premier cancer à l'âge de 15 ans avec une surveillance accrue qui au fil des années a été de plus en plus allégée. Et donc, de ce premier cancer, maintenant, on sait qu'il y a des risques de cancer du sein des suites des traitements de ce cancer. Sauf que le gynécologue m'a rassurée en me disant que ce n'était pas possible, que j'ai un cancer à cet âge-là et qu'il fallait que je sois rassurée, tout irait bien. Il m'a quand même prescrit une mammographie et du coup, le diagnostic est tombé assez rapidement pour dépister ce cancer du sein. D'accord. Donc, est-ce que vous avez disposé d'un accompagnement spécifique ? J'ai soigné du coup à Basse-Terre, à l'hôpital, au CHBT de Basse-Terre, où ils mettent en place un accompagnement avec un psychologue dès les premiers instants. En fait. Dès l'annonce du diagnostic, j'ai été accompagnée et suivie par un psychologue par l'hôpital directement. D'accord. Donc, est-ce que vous avez pu bénéficier de ce qu'on appelle les soins de confort pendant votre parcours de soins ? Alors non, au CHBT, j'ai pas eu cette opportunité, en tout cas à l'époque où j'ai été soignée. Ils ne proposaient pas de soins de confort, juste un accompagnement par une psychologue. Donc les soins de confort, en fait, c'est tout ce qui peut être mis en place pour permettre à la personne soignée de mieux appréhender son parcours de soins. Donc dans le cas du cancer du sein, ça peut être par exemple des soins de socio-esthétique ou de coiffure esthétique qui permettent à la femme en fait de renouer avec son estime de soi. Ça peut être de la diététique. Donc ce sont toutes les petites choses qui peuvent être mises en place pour mieux appréhender cette période difficile de la vie. Une dernière petite question, Gianna. Vous êtes mère ? Vous travaillez, donc comment est-ce que vous avez pu concilier votre parcours de soins avec votre vie familiale et votre vie professionnelle ? Alors j'ai fait le choix de Guadeloupe pour pouvoir justement concilier ma vie familiale et ma vie professionnelle. Donc j'ai travaillé pendant toute la durée de ma chimiothérapie. J'avais l'énergie suffisante en tout cas, parce que j'avais du soutien notamment au niveau familial. C'est très important d'avoir du soutien au niveau familial. J'ai été déchargée de certaines tâches ménagères et j'ai également trouvé du soutien et de la force au sein de l'association Amazon, qui propose beaucoup d'ateliers pour permettre aux femmes de se sentir
humaine, pas forcément femme, mais humaine, ne serait-ce que ça. Donc le soutien et l'accompagnement m'ont aidé à concilier justement ma vie privée, ma vie professionnelle et cette maladie, et ces traitements en tout cas. D'accord, donc une femme qui aujourd'hui découvre son cancer du sein peut prendre contact directement avec l'association Amazon. Quels sont les moyens pour entrer en contact justement avec vous ? Et vous pouvez nous contacter directement via Facebook, sur le site, la page Amazon Guadeloupe, ou la page Instagram, ou sinon par téléphone. 06 90 31 01 02. Merci beaucoup Gianna en tout cas pour votre témoignage et vos conseils. Belle soirée à vous. Au revoir. Et merci Christina de nous avoir permis d'entendre son histoire. Comme nous le disait Cindy la semaine dernière avec Maître Nibron, ce retour au travail n'est pas toujours évident, mais ce que je retiens du témoignage de Gianna, c'est que sa vie professionnelle lui a permis de tenir aussi parce qu'elle avait cette énergie nécessaire. C'est important pour beaucoup de femmes, elle nous l'a dit, de se sentir humaine, pas seulement malade. Vous le ressentez aussi dans votre pratique en tant qu'infirmière et aussi au contact des Happy Mummies ? Alors, ce ne sont pas toutes les femmes, enfin, dans le cas d'Happy Mummies en tout cas, qui parlent de leur parcours ou de leur maladie. En tout cas, dans ma vie professionnelle, j'ai eu l'occasion de faire des prises en charge pour des femmes atteintes du cancer du sein. Moi, c'est surtout leur courage en fait que je retiens. Leur courage, leur résilience et leur force, puisqu'il en faut de la force pour pouvoir traverser ce type d'épreuves, quelquefois seul. Il faut de la force aussi pour pouvoir continuer à avancer, s'occuper de son foyer, s'occuper de ses enfants tout en étant malade. Donc moi, c'est ce que je retiens en tout cas, c'est que ça demande beaucoup de courage et beaucoup de force, beaucoup d'énergie pour pouvoir venir à bout de cette maladie dont on guérit dans 90% des cas, mais il faut qu'elle soit prise en charge assez tôt. Et je constate souvent que les gynécologues rechignent quelquefois, quand on est jeune, à faire pratiquer la mammographie. Ouais. Et c'est dommage. Sans entrer dans aucune polémique, là aussi on se rend compte aussi d'espèces de discrimination, de minimisation un peu genrée. Quand on a affaire à un gynécologue homme, la considération n'est pas toujours la même que si c'est une femme parfois. On a beaucoup de témoignages dans ce sens de certaines malades également. Alors, je ne pourrais pas parler de ce que je ne connais pas malheureusement. Donc, si certaines patientes ont ce ressenti, il faut être en mesure de l'écouter et de l'accueillir. Mais je n'ai pas malheureusement ce genre d'informations, de retour. Très bien. Dernière question, Christina Filitas. Vous nous avez parlé de métiers très peu connus, de socio-esthétique, de coiffeurs, de coiffeuses qui accompagnent aussi ces femmes dans le retour à l'estime d'elles-mêmes. Voilà, alors la formation de socio-esthétique est dispensée en métropole, donc il faut être titulaire du CAP ou du BEP esthétique. On peut le faire aussi après un bac pro, donc c'est une formation qui dure à peu près 1 an et qui permet à une esthéticienne en fait d'exercer dans des structures de soins. Très bien. Ou en collaboration par exemple avec des professionnels libéraux. Et elles interviennent en fait dans tout ce qui est la prise en charge des conséquences et des effets secondaires, par exemple de la chimiothérapie. Donc pouvoir prendre soin de sa peau, trouver des façons d'avoir bonne mine, parce que c'est pas parce qu'on est malade qu'on ne veut pas être féminine. Donc trouver les produits adaptés, trouver les parades adaptées, ne serait-ce que pouvoir attacher un foulard. Ouais. Quand on perd ses cheveux par rapport à la chimiothérapie. Donc les socio-esthéticiennes peuvent donc exercer de façon en libéral, enfin pas en libéral, comment dire, elles peuvent être à leur compte ou travailler en indépendante ou travailler pour une structure de soins, donc dans un centre hospitalier ou pour une clinique. D'ailleurs, je tiens à saluer les élèves du lycée du Nord Grande-Terre que j'avais accompagné sur une micro-entreprise dans le cadre de Entreprendre au lycée, puisqu'elles avaient développé une micro-entreprise qui fabriquait des perruques et postiches pour les femmes atteintes de cancer. Et effectivement, ça aussi, c'est très très important, puisque c'est un tout aussi, et c'est aussi important non seulement pour l'estime de soi, mais pour se sentir suffisamment bien pour retourner à la vie professionnelle. Exactement. Très bien. Une belle image de soi.
Parfait. Merci beaucoup, Christina. Merci On à va vous. passer au magnéto d'Amanda qui discute de cette nouvelle option sur Instagram qui permet de s'abonner pour 4,99 € à un microblogueur, ce qu'on appelle les créateurs de contenu ou encore les fameux influenceurs. Et je crois qu'elle est un peu critique là-dessus. On regarde ce magnéto d'Amanda. Bonsoir Axel, bonsoir les filles. Alors effectivement, Instagram est en train de populariser son option sponsoring qui permet aux influenceurs et aux créateurs de contenu de percevoir un revenu mensuel et régulier sur Instagram. Alors c'est une opportunité qu'offre Meta qui est la maison mère d'Instagram et de Facebook, de créer des entreprises durables grâce au soutien de leur communauté. Alors c'est une option qui fait grincer quelques dents car le monde de la publicité est soumis à une réglementation stricte, tandis que le monde de l'influence échappe à cette réglementation. Certains voient le sponsoring comme un moyen d'augmenter le gain ou d'augmenter l'audience, quitte à surpasser quelques règles, c'est-à-dire tromper sur la marchandise. D'autres critiques dénoncent le fait qu'Instagram ressemble à des plateformes telles qu'OnlyFans qui permet à ses abonnés d'avoir un accès exclusif à des contenus pour adultes, voire carrément pornographiques, comme par exemple beaucoup de stars aux États-Unis ont fait fortune grâce à OnlyFans. Alors pour l'instant, cette option de sponsoring est en version bêta sur Instagram, c'est-à-dire en phase de test avec un abonnement à partir de 4,99 € par mois et par créateur. Reste à savoir quelle sera la législation entre les créateurs de contenu et Meta, car ne faudrait-il pas un meilleur encadrement des influenceurs ? Alors Joël, je crois que cette chronique d'Amanda vous parle particulièrement. Oui, en fait, comme d'habitude, tout n'est pas blanc ou noir, tout n'est pas à jeter à la poubelle ou à embrasser. Pour connaître des influenceurs, je pense que ça peut être intéressant pour leurs revenus. Pas simplement montrer des produits, faire du placement de produits. Là, il y a une démarche qui peut être intéressante. Par exemple, je connais un qui est à Londres, Alex on the road. Je vois très bien le type de contenu qu'il pourrait mettre sur Instagram de façon payante. Moi, je suis très friande des belles adresses. Les beaux hôtels, les beaux restaurants, pas forcément chers, mais hors des sentiers battus, des choses qu'on ne connaît pas forcément sans le bouche à oreille. Et il pourrait développer des guides comme ça. Avec des contenus exclusifs. Exactement. Avoir aussi accès à des promotions, par exemple, s'il est en partenariat avec des chaînes d'hôtels intéressantes. Ça peut être intéressant. Très bien. Cindy Bajazet, quel regard portez-vous sur ce tournant au niveau d'Instagram? On sait qu'il y a une législation au niveau des publicitaires, qu'il faut des mentions légales, qu'il faut faire attention à ne pas avoir de tromperie sur la marchandise aussi, que c'est un secteur très réglementé. Ne craignez-vous pas qu'avec justement l'émergence de ce type de rémunération et donc l'encouragement des influenceurs, que ce métier de la publicité s'éloigne au final de façon un peu détournée sur Internet des règles de base? Alors déjà Axel, il y a du tout venant sur Internet, sur les réseaux sociaux, il y a de tout. Comme je dis souvent, pour pouvoir en tout cas communiquer correctement, il faut connaître les bases, donc s'informer sur un certain nombre de choses. Donc légalement, il y a des choses à connaître. Il y a beaucoup de personnes qui se servent d'Instagram, de Facebook, d'Internet pour pouvoir faire la communication de leurs produits. Il y a des personnes qui vendent et qui ne sont pas forcément déclarées. La déclaration, c'est quoi? C'est avoir un numéro SIRET. Il y a beaucoup de personnes à qui on va demander une facture et qui vont vous donner une facture avec votre nom, votre prénom. Il n'aura pas justement les mentions obligatoires, ils ne sauront pas. Certains ne le savent pas. D'autres le savent et le font quand même parce que voilà, ça s'appelle faire les choses de blague. Donc, il faut le dire. Et moi, franchement, il y a franchement des personnes qui ne sont pas aguerries, qui n'ont pas l'information, qui pensent qu'on peut faire comme ça des choses, ou des gens qui, voilà, moi, je connais quelqu'un qui a immatriculé son entreprise dernièrement et qui m'a indiqué que ça faisait 1 an qu'elle fêtait les 1 an de son entreprise.
il y a un problème. Donc voilà, il y a pas mal de petites choses à savoir comme ça. Et je pense en fait que comme le disait tout à l'heure Joël, il y a du bon, il y a du moins bon. Je suis pas attente par rapport à ce que vous disiez. Moi, il y a des choses que... Je suis pas réseaux sociaux. J'ai dû apprendre à sauter. On a dans du le mal à y bain. croire quand même. Quand on voit vos contenus aujourd'hui, votre Instagram est extraordinaire. J'ai ouvert le réseau avec Cindy Bajazé Consulting. Comme vous avez eu à me le dire quand on s'est connus, je n'existais pas avant. On le dit souvent. Et les réseaux sociaux, il y a le bon côté, il y a le moins bon côté. Le bon côté, c'est pouvoir justement communiquer, publier, informer. Le mauvais côté, j'ai eu l'occasion d'en parler aussi lors de ma première chronique au sein de l'émission. Ça peut résulter aussi de choses comme la première le harcèlement, voilà, le harcèlement, d'être lynché sur les réseaux, la mauvaise information, vraiment c'est quelque chose qui peut nuire à tout un chacun. Donc pour moi en fait il y a un bon côté, mais il faut savoir s'en servir. Très bien, on aura sûrement l'occasion de revenir sur ces histoires de fake news parce qu'on baigne dans un océan de fake news aujourd'hui, mais en tout cas on retient avec vous Cindy Bajazé qu'il faut maîtriser les règles de base au niveau de la réglementation. Marie-Luce Planchard, je vois que vous avez envie de réagir sur le sujet. C'est vrai que j'ai envie de réagir parce qu'aujourd'hui, les pouvoirs publics, on est obligé effectivement de se questionner. Vous avez bien vu au niveau européen et au plan mondial, beaucoup se disent qu'il faut réguler tout cela. Il faut que les États soient beaucoup plus stricts. Simplement, on voit bien qu'aujourd'hui, les réseaux de communication traditionnels, la presse, elle se fait déborder complètement. Et ce qui fait l'actualité, c'est clair, ce sont les réseaux sociaux. Et bien souvent, la presse vient argumenter, commenter les réseaux sociaux. On a complètement inversé les choses. Maintenant, la question de la réglementation qui se pose et qui effectivement est au cœur, je crois, on le voit dans le conflit de l'Ukraine, hein, on voit bien ce qu'un État peut faire avec des réseaux sociaux, on voit bien même notre démocratie peut être en danger, on a vu ce qui s'est passé lors de l'élection, voilà, par rapport à l'élection de Donald Trump, comment il peut y avoir une manipulation. Donc là-dessus, on est obligé effectivement d'avancer. Simplement, on est sur un sujet où effectivement ça va très vite en termes, je dirais, d'outils. Oui. Les outils numériques, au moment où vous pensez à, comment dirais-je, contrôler, mettre des règles, ben, on découvre d'autres procédés, d'autres moyens qui font que bien souvent certains passent au travers. Et c'est ça qui est difficile aujourd'hui. Parce qu'il y a un décalage entre le temps numérique et le temps législatif. Et le temps législatif, ça c'est la première chose. Et puis, ça a pris une telle proportion, les réseaux sociaux. C'est que maintenant, on ne sait plus qui fait quoi. Parce que vous ne pouvez pas dévoiler votre stratégie parce que les autres, connaissant la manière dont vous allez agir, anticipent et vous empêchent de mettre en œuvre. D'ailleurs, on a vu comment certains pays font le choix de dire très clairement comment ils se battent contre les cyberattaques et d'autres font plutôt le choix, comme la France, d'éviter de dire que nous sommes parés pour effectivement, comment dirais-je, contrer ces systèmes. Donc c'est quelque chose qui quelque part bouscule complètement notre vie. Je le disais tout à l'heure sur votre premier sujet, le numérique a changé les relations humaines complètement et je pense que nous ne sommes qu'au début de ce qui va se passer par la suite. Tout à fait. Je pense qu'on est rentré dans un système moderne de communication. On n'a pas imaginé toutes les conséquences et on va en découvrir de plus en plus. On voit bien qu'aujourd'hui, nous sommes en insécurité. Quelques-uns peuvent décider de déstabiliser le monde et donc il faudra bien qu'on arrive globalement à s'entendre pour mettre un frein. Est-ce qu'on y parviendra? Ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Mais ça a du bon côté, c'est vrai. Ça permet, on voit sur le plan de l'entrepreneuriat. Comme nous le disions en première partie. Comme on disait. Mais ça peut être extrêmement dangereux.
on n'est pas à l'abri de déclencher une guerre mondiale avec un sujet comme celui-là. Tout à fait. Voilà, j'ai pris 2 extrêmes pour bien dire combien le sujet est complexe. Maintenant, on ne peut pas ne pas s'inscrire dans cette démarche. C'est bien pourquoi nous, en tant que collectivité régionale, on a porté depuis le départ le fait qu'il faut que nous ayons une technopole, le fait qu'il faut accompagner, parce que l'économie, avec la mondialisation, c'est pas vous qui déterminez le modèle économique. Il s'impose à vous. Et donc, si vous n'êtes pas au rendez-vous, ben vous passez. Il faut s'adapter. Vous passez à côté et vous pouvez pas aider et donner les armes à votre territoire pour qu'il se défende et qu'il devienne compétitif. C'est pour cela que beaucoup n'ont peut-être pas compris quelle était notre stratégie lorsqu'on disait il faut soutenir ces startups, il faut soutenir ces jeunes créateurs, parce qu'on voit bien que dans ce domaine de l'innovation, on a un beau potentiel. Il y a des jeunes Guadeloupéens qui ont fait leurs preuves, qui ont été d'ailleurs nominés. Certains ont été reçus même par le président de la République parce que ce qu'ils ont proposé, le concept était très intéressant, que ce soit dans le domaine de la santé, le domaine de l'agriculture. Moi, je suis fière de voir qu'aujourd'hui, des Guadeloupéens peuvent essayer de gagner des parts de marché en Afrique. Donc, ça montre que les frontières n'existent plus. Et donc, il faut accompagner ça, mais il faut rester vigilant. Et il faut quand même, ça c'est le rôle de la puissance publique, qu'on puisse arriver à réguler. Moi c'est le mot que j'aime utiliser, c'est pas contrôler, parce que quand on contrôle, on tue l'initiative, on tue nos capacités d'innovation, mais il faut arriver à réguler et il faut se donner les moyens de cette régulation. Très bien. Merci Marie-Lise Panchard, merci mesdames. Vous l'avez compris, le maître mot, l'idée principale de ce numéro, c'était évolution 3.0. On se dit à la semaine prochaine pour un nouveau numéro des experts au féminin. Et d'ici là, continuez de nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook. À la semaine prochaine.